Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Je vais répondre aujourd'hui aux questions que vous m'avez posées récemment. Je commence en répondant à la question de 012 Workout qui me demande quel outil j'utilise pour mesurer mon temps de tenue en handstand. Eh bien personnellement j'utilise uniquement un chronomètre que j'ai entre mes deux mains quand je fais du handstand. On peut aussi utiliser un métronome, mais le métronome c'est plutôt quelque chose que je recommanderais si vous faites des exercices avec un tempo particulier. Par exemple, si vous voulez faire des tractions avec 3 secondes de phase excentrique, je vous recommande plutôt d'utiliser le métronome parce que le chronomètre pourrait dans ce cas-là vous distraire. Mais moi, pour les handstands, ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux, ce qui est le plus pratique, c'est pour moi de garder le chronomètre sur mon téléphone entre mes deux mains. Il y a ensuite Romain qui me demande ce que je pense des applications de suivi sportif en ligne. Alors, si tu évoques par là les applications comme par exemple MathBars ou certaines applications comme Zenix, je crois, ça peut être un bon moyen de progresser quand on est débutant et qu'on manque de structure, parce que ça offre des programmes déjà tout faits, qui sont souvent adaptés au niveau des débutants. Cependant, ça manque de personnalisation, d'individualisation, donc ça peut te permettre de progresser, mais seulement jusqu'à un certain point, et ça reste des routines extrêmement générales. Cependant, un point positif, c'est que quand on est débutant et qu'on est un peu perdu, ça nous guide, ça nous empêche de partir dans tous les sens. C'est pas tout à fait quelque chose que je recommanderais à quiconque, mais si vous êtes débutant et que vous suivez des routines déjà toutes faites sur une application, c'est pas si mal dans un sens. Mais je vous recommanderais quand même de vous éduquer pour construire vous-même votre programme d'entraînement. Romain me demande aussi si ce serait pas mieux de rentrer un petit peu la tête lorsqu'on fait du handstand. Alors, il y a deux façons de faire en fait, mais avec la tête rentrée, c'est dans un sens une autre technique. On cherche la majorité du temps à avoir la nuque en extension quasi maximale, parce que ça nous permet deux choses. Déjà, d'avoir le regard placé entre les mains, donc le contact visuel est extrêmement important pour votre équilibre, ça compte pour environ 50%. Et on a aussi le fait que, en forçant l'extension de la nuque, ça va aussi nous encourager à avoir une extension thoracique, donc à avoir le haut du dos sensiblement cambré, mais dans le cas du handstand, il est plutôt droit. Et cette extension thoracique nous permet d'avoir un meilleur alignement sur notre handstand. On a tendance, sur tous les mouvements et sur beaucoup de mouvements de gymnastique, à avoir tout le corps qui suit le positionnement de la tête. Donc si on a le menton un petit peu recourbé vers la poitrine, on va tendance à être dans une position de syphose de la colonne vertébrale, donc à avoir la colonne vertébrale arrondie. Au contraire, si on est en extension de la nuque, on va avoir plus tendance à être en lordose sur quasiment toutes nos courbures du rachis vertébral. Donc sur les handstands, on cherche à être en extension de nuque pour forcer l'extension thoracique. Mais au contraire, sans pour autant forcer une extension de la lordose lombaire. La troisième question nous vient de Ronan qui me demande si avec mes 6 entraînements par semaine et surtout en m'entraînant 2 fois par jour, donc en faisant à la fois les handstands et mon entraînement plutôt avec ses forces, je bénéficierais pas d'avoir un cycle d'entraînement planifié sur 4 semaines d'accumulation, donc de surcharge progressive, de progrès, puis une semaine de déload. Alors c'est une bonne remarque parce que oui, du coup j'ai un programme avec énormément de volume et une intensité assez haute également. Ce qu'il faut savoir dans votre programmation sur le nombre de semaines d'accumulation par rapport à votre nombre de semaines de déload, c'est que plus vous allez être avancé, plus vous allez devoir faire des cycles d'entraînement courts. Plus vous utilisez des hautes intensités, plus vos cycles d'entraînement vont être courts également. Plus votre volume est élevé, plus ils vont être courts. Et il faut jouer sur tous ces facteurs pour déterminer la durée de votre mésocycle d'entraînement. Donc par exemple, si vous êtes un débutant, que vous vous entraînez pas avec un volume extrêmement élevé, si vous restez loin de l'échec, vous pouvez vous permettre d'avoir un cycle d'entraînement de 6, 7, 8 semaines d'accumulation, donc de progrès, avant de prendre votre déload. Si au contraire vous êtes un powerlifter avancé, dans une phase où est-ce que votre intensité est extrêmement élevée, dans ce cas-là, vous allez plutôt être du côté de 3, 4, 5 semaines d'accumulation avant de prendre votre déload. Donc pour répondre plus précisément à ta question Ronan, en ce moment je suis sur 5 semaines d'accumulation pour une semaine de déload. J'ai ensuite une question de Kexorcis, qui est en fait mon client Lucas, qui me demande à quel point son manque de sommeil va impacter sur sa prise de masse, car selon lui, il ne peut pas dormir suffisamment à cause de son travail. Alors oui, ça va clairement impacter tes progrès, et ce en jouant sur plusieurs facteurs, plusieurs leviers. D'abord du point de vue hormonal, tu ne vas pas produire autant de testostérone,
autant d'hormones de croissance que ce que tu pourrais. Tes productions de leptine et de gréline vont aussi être perturbées, et ce sont des hormones qui jouent sur la satiété, la faim. Ensuite, du point de vue de la récupération de ton système nerveux, tu vas pas pouvoir tolérer autant de volume que ce que tu pourrais tolérer si tu étais dans des conditions de sommeil optimales. Et ce qu'il faut faire, en sachant que c'est pas les meilleures conditions possibles pour progresser, c'est de revoir ton surplus calorique à la baisse. Parce que vu que tu vas pas pouvoir progresser aussi vite, gagner autant de muscles, que si tu pouvais dormir disons 9 à 9h30 par nuit, et bien si tu manges quand même dans un grand surplus calorique, tu vas prendre beaucoup plus de gras que ce que tu devrais. Donc lorsque vous n'êtes pas dans des conditions optimales, lorsque vos niveaux de stress sont hauts, lorsque votre sommeil n'est clairement pas bon, je vous recommande de rester plutôt autour de votre maintenance. Donc disons que ta maintenance calorique est de 2500 calories, et ben, je te recommande plutôt de faire une prise de masse à 2700 calories, 2800, mais vraiment pas plus. Alors que si tu étais dans des bonnes conditions, tu pourrais augmenter davantage ton apport calorique parce que tu pourrais faire plus de progrès, plus de muscles. Et ça fonctionne aussi lorsque vous êtes en période de perte de gras. Vous pouvez être plus agressif sur votre déficit calorique lorsque vous êtes dans une bonne position pour faire des progrès que lorsque vous êtes stressé et manquant de sommeil. J'ai aussi reçu une question sur le front lever de Knox et Matt qui est sur le positionnement des épaules lors du front lever. Donc par épaule, je pense que tu voulais dire scapula, donc omoplate. À savoir que sur un front lever, on est censé chercher à effectuer une rétraction et un abaissement scapulaire. Alors en pratique, même si c'est notre volonté de faire ce mouvement, on a tendance à rester plutôt neutre ou même voire en protraction, mais c'est l'intention qui compte lors de la réalisation de cette rétraction scapulaire dans le front lever. Alors la raison pour laquelle on cherche à faire une rétraction et un abaissement des scapulas, c'est pour une raison de tension-longueur. Alors la relation tension-longueur, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait qu'un groupe musculaire soit en capacité d'exprimer un maximum de force lorsqu'il est à une longueur moyenne. Donc ni totalement étiré, ni totalement contracté, vraiment un juste milieu en quelque sorte. Et le groupe musculaire qui travaille le plus sur le front lever, c'est le grand dorsal, qui est un puissant muscle extenseur de l'épaule. Le grand dorsal, il a plusieurs insertions, dont une insertion sur la scapula, l'omoplate. Et de ce fait, en faisant une rétraction et un abaissement scapulaire, on va en fait le mettre dans une meilleure position pour exprimer un maximum de force. Donc c'est une des raisons qui fait que la rétraction scapulaire nous permet d'être plus fort sur le front lever. C'est d'abord pour mettre le grand dorsal dans une meilleure relation tension-longueur pour exprimer beaucoup de force. On a aussi des raisons de stabilité et un petit peu de prévention des blessures, mais c'est selon moi secondaire par rapport à la relation tension-longueur optimale pour le grand dorsal. C'est d'ailleurs même pas quelque chose qui est obligatoire, on peut réussir un front lever en ayant totalement les épaules en protraction et sensiblement en élévation. C'est juste pas optimal pour exprimer un maximum de force, mais ça fonctionne, parce que c'est pas la rétraction scapulaire qui va faire que le front lever va être tenu, mais c'est plutôt ce qui va le renforcer, le rendre plus stable, plus fort. Pour finir, j'aimerais répondre à une question que m'avait posée en privé un de mes clients. Alors c'était, pour vous mettre dans le contexte, pendant la vague de chaleur qu'il y avait eu, il me demandait si c'était possible ou optimal, s'il y avait des bienfaits, à prendre une douche froide avant de se coucher, ou simplement une douche froide en général dans la journée. C'était, il me semble, parce qu'il avait des soucis à trouver le sommeil le soir, et il me demandait si une douche froide pouvait aider. Alors, ça partait d'une bonne intention, l'idée de base est bonne, mais contrairement à ce qu'on pense, ce qui nous permet plus facilement de nous endormir, c'est plus la douche chaude que la douche froide. Ce qu'on cherche à avoir lors de l'endormissement, lors de la période pré-coucher, c'est d'avoir une baisse de la température corporelle. Et on va avoir ça, donc une thermolyse. On va avoir cette thermolyse en prenant plutôt une douche chaude, parce que ce que va faire la douche chaude, donc en apportant de la chaleur exogène, donc venant de l'extérieur, ça va réduire l'action du corps, l'action endogène du corps à produire de la chaleur. Ça va davantage envoyer la chaleur vers les extrémités du corps, donc nos mains, nos pieds, ce qui va nous permettre d'évacuer nous-mêmes de la chaleur et de moins en produire. A l'inverse, si on prend une douche froide, ce que ça va faire, c'est que ça va concentrer la chaleur
vers l'intérieur du corps, vers nos organes, dans l'objectif de nous faire conserver un maximum de chaleur, et c'est pas ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur endormissement. Alors concernant la récupération, on peut penser que la douche froide pourrait avoir des avantages, mais la réalité c'est que la douche froide va supprimer, ou plutôt réduire, des inflammations que l'on a produites à l'entraînement. À première vue, ça peut sembler bénéfique, mais l'inflammation a un rôle dans l'adaptation. Donc la douche froide peut avoir un intérêt si vous êtes juste avant de compétition, de manière extrêmement frais et à l'aise, compétent sur votre compétition. Mais régulièrement, c'est pas quelque chose qui va vous faire plus de progrès, parce qu'en supprimant ou en réduisant les inflammations, vous allez avoir moins d'adaptation par la suite. Donc pour un entraînement donné, vous allez certainement gagner moins de muscles ou moins de force en prenant une douche froide. En fait, dans un sens, ça améliore votre récupération, dans le sens où vous pouvez vous réentraîner plus rapidement après votre séance d'entraînement, mais d'un autre côté, vous allez faire moins de progrès par séance d'entraînement. C'est tout pour cette troisième vidéo FAQ de la chaîne. J'espère avoir été clair dans mes réponses, et je vous dis à samedi prochain, 10 h, pour une prochaine vidéo.